Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir un nouvel utilisateur du synchrotron Soleil, Christophe Denhover. Il est enseignant-chercheur à l'Institut de chimie de Nice, dans l'équipe processus chimiques et radiochimiques dans l'environnement. Vous faites, Christophe, de la radioécologie. De quoi s'agit-il ? Oui, enfin, au sens peut-être un peu plus large du terme, on étudie tous les processus qui mettent en jeu des radioisotopes dans l'environnement et leur interaction ensuite avec le vivant. Voilà. Alors, premier mot qu'il va peut-être falloir définir pour que tout le monde continue de vous suivre, le radioisotope, c'est quoi ? Alors, un radioisotope, c'est un isotope, c'est-à-dire un noyau radioactif. Voilà. C'est un atome radioactif ou un noyau radioactif ? C'est un atome radioactif, si vous voulez. Voilà. Donc, il existe beaucoup de radioisotopes qui peuvent être à la fois, enfin, qui peuvent être soit naturels, soit artificiels. Et donc, votre problématique, c'est de savoir comment ces éléments radioactifs qui se retrouvent dans l'environnement, notamment dans l'eau qui est dans notre environnement, on parle de l'hydrosphère chez les scientifiques. Donc, c'est l'ensemble, les mers, les nuages, les rivières, les lacs. Et vous vous intéressez à la façon dont ces atomes se diluent dans l'environnement liquide ? Alors en fait, c'est vrai qu'on se focalise plutôt plus sur l'aspect hydrosphère, comme vous avez dit, et sur le marin. On a notre situation géographique aussi qui fait qu'on s'intéresse Donc je rappelle que vous êtes à Nice, c'est pour ça que vous dites ça. Oui. Parce que d'abord le compartiment marin est un compartiment majoritaire sur Terre, très important. Et puis on a des phénomènes chimiques dans le marin qui sont très complexes, parce que l'eau de mer est un milieu très complexe. Mais pas seulement le marin, puisque on a un peu deux aspects, disons, dans la thématique. Un premier aspect qui est les processus de ces radioisotopes dans le milieu naturel, qui peuvent avoir différentes origines, qu'on appelle anthropiques ou non anthropiques. C'est-à-dire que soit c'est nous qui les y avons mis, l'homme, c'est anthropique, ou alors naturel. Ou naturel. Il y a une part d'éléments radioactifs dans la nature. Tout à fait, voilà. Alors ceux qu'on a mis nous, c'est-à-dire ceux dont nous sommes responsables, quelles sont les causes ? Alors on imagine les centrales nucléaires, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... Non, alors la première cause, c'est les essais nucléaires des années jusqu'aux années 80, donc, qui ont été les essais atmosphériques. Puis ensuite souterrains, donc là, donc les retombées des essais atmosphériques qui continuent, alors qui ne retombent plus, mais enfin qui continuent à lixivier dans l'environnement. Quel mot vous avez employé là ? Lixivier, c'est-à-dire au fur et à mesure des retombées, ils vont, comment expliquer simplement, se sorber ou interagir avec le milieu environnemental et puis avec l'eau de pluie ou l'eau de rivière. Ils vont être C'est-à-dire qu'ils sont intégrés de plus en plus dans ce milieu-là ? Emmenés d'un milieu vers un autre, par l'eau. Voilà. Bon, ça, c'est en des quantités évidemment extrêmement faibles, d'abord parce que ça fait longtemps, et puis ensuite c'est dispersé sur l'ensemble de la planète. Donc ça, c'est la première cause. Ensuite, il y a les accidents. Donc Tchernobyl, en premier lieu, il y a énormément de choses qui ont été faites sur Tchernobyl, dans le monde entier. Fukushima, dont on a beaucoup parlé. Par exemple, sur Fukushima, vous êtes intervenu, vous avez des échantillons qui proviennent Non, pour l'instant, on n'a rien fait sur Fukushima. Il y a des équipes qui se sont beaucoup investies, notamment au CEA, sur cette problématique. Nous, non, pas pour l'instant. Mais donc ça peut être l'origine des essais nucléaires ou les accidents. Alors après, il y a une origine naturelle pour certains radioéléments. Alors on parle de radioéléments lorsqu'il s'agit d'éléments qui sont radioactifs, c'est-à-dire dont tous les isotopes sont radioactifs. C'est une petite distinction. Donc il y a deux radioéléments essentiels naturels, c'est le thorium et l'uranium. Donc l'uranium dans les mines d'uranium. Voilà. Ça c'est la contamination naturelle du milieu par l'uranium. Alors comment vous analysez ces échantillons radioactifs que vous amener au synchrotron, déjà, dans quelles conditions ça se passe ? Parce qu'on a bien compris, ce sont des solutions, puisque c'est l'hydrosphère que vous utilisez. Pas forcément. En fait, je n'avais pas terminé tout à l'heure. Donc on a cet aspect hydrosphère, environnement, et puis on a un aspect plus toxicologie, parce qu'on participe à un programme de toxicologie qui s'appelle toxicologie nucléaire, donc qui est piloté par le CEA, qui vise à mieux comprendre le transfert
et les processus chimiques de l'incorporation de ces radioisotopes dans le vivant et en particulier dans l'homme. D'accord. Voilà. Donc deux volets à vos recherches, une Voilà. partie intégration de ces atomes radioactifs, pardon, moi j'emploie ce terme plutôt que radioisotopes pour essayer d'être un peu plus clair. Donc atomes radioactifs soit dans notre corps, dans le vivant, ou soit dans l'eau et principalement dans l'eau des mers. Ceci dit, dans notre corps via l'environnement. Oui, bien sûr, ce sont deux thèmes qui sont liés évidemment. Et alors, comment vous analysez ces échantillons ici au synchrotron Soleil? Nous, on est chimistes ou radiochimistes, donc on va s'intéresser, comme je vous ai dit, à leur processus chimique, c'est-à-dire quelles sont les réactivités chimiques qui vont être transportées, qui vont se retrouver dans des organes cibles ou dans des milieux cibles, sous quelle forme chimique ils vont être, par exemple, dans l'eau de mer, etc. Donc on fait de la chimie avec ces éléments-là, alors on peut difficilement analyser les éléments naturels, ça serait la vraie radioécologie, donc nous on ne fait pas totalement ça, parce que les niveaux sont trop bas en fait. Donc nous on fabrique des échantillons qui vont nous permettre de mieux comprendre comment ils peuvent se comporter dans le milieu naturel ou dans l'humain. Donc on va regarder leur réactivité chimique, par exemple leur interaction avec une protéine. Par exemple, leur interaction, comme vous avez dit, avec sous quelle forme chimique ils sont dans la mer. Mais on va être obligé de fabriquer des échantillons pour faire ça parce que les niveaux naturels sont bien heureusement trop bas. Voilà. Donc ce sont des échantillons un peu artificiels. Dopés, on dit semi-synthétiques. Ce qui est plutôt rassurant, ça veut dire que si on prend une cuillère d'eau dans la mer, elle n'est pas suffisamment radioactive pour qu'on puisse en faire quoi que ce soit, mais c'est plutôt une bonne nouvelle en fait, que vous nous donnez là. On va pas s'en plaindre. Ce que vous regardez exactement, donc ce sont des échantillons radioactifs. Est-ce que ça pose des problèmes particuliers? Parce qu'on imagine que dès que c'est radioactif, ça demande quelques petites mesures de précaution. Vous n'allez pas nous contaminer tout le synchrotron là. Non, rassurez-vous. Donc en fait, ces mesures sont faites essentiellement sur la ligne Mars, donc qui est la ligne ici à Soleil qui est dédiée à la mesure des échantillons radioactifs. Donc effectivement, il y a une certaine concertation entre les utilisateurs, c'est-à-dire nous par exemple, il y en a plein d'autres, et puis la ligne Mars et synchrotron Soleil pour amener ces échantillons sous une certaine forme. Alors, je ne vous décris pas toutes les procédures et les législations. Nous, on utilise des échantillons qui sont très faiblement radioactifs, donc c'est un petit peu allégé, on va dire. D'autres équipes peuvent utiliser des choses beaucoup plus radioactives où les procédures vont être plus compliquées. Mais quand même quelques contraintes supplémentaires. Par exemple, vous ne pouvez pas, et c'est bien normal, quitter des yeux vos échantillons radioactifs. Voilà. Vous êtes quand même un petit peu responsable de ce que vous avez ici. On est obligé, on dit qu'on fait du babysitting de nos échantillons, donc on est obligé de les garder jour et nuit. Voilà. Ce qui n'est pas anodin. Déjà, le synchrotron est un outil qui fonctionne 24 heures sur 24, mais vous en plus, vous ne pouvez pas aller faire une sieste en laissant une manip tourner toute seule. Il faut toujours au moins un chercheur. Qui est une personne sur place, ce qui veut dire plus de monde. Techniquement, c'est ça que ça veut dire. Mais ce sont souvent des expériences quand même compliquées dans leur mise en œuvre. La chimie, c'est de la chimie classique, mais de la chimie avec ces éléments radioactifs. Donc la mise en œuvre est plus compliquée. On doit contrôler au départ de chez nous. Il y a un contrôle qui est fait ici à l'arrivée et vice-versa, qu'il n'y a pas de contamination, qu'il n'y a pas eu de fuite. Voilà. Alors peut-être pour qu'on se rende compte concrètement, un exemple des résultats que vous avez obtenus sur la façon dont un élément radioactif est intégré dans notre corps, circule dans notre corps. Oui, on a travaillé il y a quelques années. D'ailleurs, une équipe américaine a aussi travaillé sur le même système, sur la transférine, qui est une protéine qui transporte le fer dans le sérum. Et donc cette protéine, en fait, est très affine, on dit, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup d'appétit pour le plutonium, par exemple, le neptunium, etc. C'est-à-dire qu'elle se lie fortement avec des éléments radioactifs comme le plutonium. Voilà. Et donc on a étudié, toujours du point de vue de la chimie, c'est-à-dire des interactions chimiques, comment le plutonium pouvait se remplacer le fer dans la transférine pour être véhiculé. On imagine bien ensuite, donc on parle de vectorisation. Donc on a beaucoup travaillé sur ce système pendant plusieurs années. Et effectivement, il y a une grande affinité pour les actinides, donc par exemple uranium, neptunium, plutonium, pour cette protéine. Alors il peut y avoir des tas d'autres protéines qui ont une grande affinité pour ces éléments radioactifs. Et on imagine bien qu'à terme, ça pourrait être utile pour éviter évidemment une contamination de l'organisme humain par des substances radioactives. Une fois qu'on a compris comment ces substances interagissaient
avec nos propres protéines, on peut éventuellement se protéger de la contamination? Voilà, alors effectivement, il y a deux façons de voir les choses. Soit on comprend mieux comment elles sont vectorisées ou véhiculées vers les organes cibles, parce que ça, c'est des choses qui sont connues, des études qui datent de la Seconde Guerre mondiale. Donc, comment bloquer l'arrivée aux organes cibles, parce que si j'ose dire, une fois qu'ils sont sur les organes cibles, typiquement le foie, l'os, les reins, c'est trop tard. Donc, comment le bloquer? Ou alors, il y a une deuxième solution, c'est avant qu'ils arrivent sur les organes cibles, les décorporer. Donc, il existe des décorporants, mais... Donc là, c'est-à-dire les enlever. Les enlever, voilà, les naturellement. Mais la communauté, d'ailleurs internationale, travaille pas mal à cette problématique de décorporation sélective, parce qu'évidemment, il faut décorporer sélectivement ces éléments-là et pas tous les oligo-éléments. Voilà. Merci pour ces explications, Christophe Denhover. Et nous, on va continuer d'aller à la découverte des utilisateurs du synchrotron Soleil. Merci.